Je vous souhaite à toutes et à tous une cordiale bienvenue. Et avant de débuter cette cérémonie à proprement dit, je souhaite vous faire part d'un changement dans le programme. En effet, notre rectrice, la professeure Audrey Lebas, est de manière inattendue, malheureusement, empêchée de participer aujourd'hui au Dies Academicus, et ce pour des raisons médicales. J'ai donc accepté de reprendre au pied levé le flambeau et de tenir ce rôle de maître de cérémonie pour ce Dies Academicus. Notre rectrice aimerait vous faire savoir qu'elle le regrette vivement, ce d'autant plus que le Dies est l'occasion d'honorer des personnalités exceptionnelles, tout en étant aussi un moment de privilégié de partage et de rencontre entre l'Université de Genève et les représentants d'autres institutions, des autorités politiques et plus largement de la cité. Comme elle le relève, placé sous le thème du vivre ensemble, le Dies de cette année s'annonce, quoi qu'il en soit, sous les meilleurs augures. La fête sera donc très belle, à n'en point douter. Par conséquent, que la cérémonie commence. Madame l'ancienne présidente de la Confédération, Excellences, Monsieur le Président du Grand Conseil, Mesdames les conseillères d'État, Monsieur le conseiller national, Monsieur le député au Conseil des États, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau du Grand Conseil, Madame la Consul générale, Mesdames et Messieurs les députés du Grand Conseil, Madame la maire de la ville de Genève, Mesdames et Messieurs les anciens élus cantonaux, Mesdames et Messieurs les représentants de l'administration cantonale genevoise, Mesdames et Messieurs les rectrices, recteurs et représentants des hautes écoles suisses et du monde académique, Mesdames les lauréates, Messieurs les lauréats, Mesdames et Messieurs les membres du corps enseignant, administratif et estudiantin de l'Université de Genève, chers et chers invités et chers et chers amis, je vous souhaite la bienvenue à cette 120e édition de la cérémonie officielle de notre université, le Dies Academicus, consacré aujourd'hui au thème du vivre ensemble. J'ai le plaisir maintenant de passer la parole à Monsieur Christophe Lovis, président de l'Assemblée de l'Université. Mesdames et messieurs, chers invités, au nom de l'Assemblée de l'Université, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la cérémonie du Dies Academicus 2024. Comme vous le savez peut-être, l'Assemblée est cet organe assez unique qui permet à la communauté universitaire de débattre de manière horizontale, au travers des hiérarchies, avec un accès direct au rectorat. Étudiantes, étudiants, collaborateurs et collaboratrices de l'enseignement et de la recherche, personnel administratif et technique et corps professoral y sont représentés, y dialoguent et parfois s'y confrontent. L'Assemblée n'est-elle pas finalement le laboratoire parfait du vivre ensemble au sein de l'université ? La polarisation croissante de nos sociétés remet en question des aspects du vivre ensemble qui semblaient acquis pour toujours, en particulier notre culture démocratique. Sommes-nous encore capables de débattre de manière posée et constructive ? Sommes-nous toujours prêts à gérer nos conflits dans un cadre institutionnel ? Dans quelles limites nos désaccords peuvent-ils rester pacifiques ? Comment le cadre démocratique peut-il s'accommoder des extrêmes ? À notre petite échelle, l'Assemblée veut être une école du débat, une expérience de cohabitation entre intérêts et idées parfois divergents. Une condition de base de la culture démocratique est la participation. La société démocratique peut mourir par indifférence. Elle vit par l'engagement actif de ses membres. Il en va de même pour l'Assemblée. Je lance donc ici un appel à toute la communauté universitaire. Saisissez l'occasion qui vous est donnée d'exprimer votre avis et de contribuer à l'évolution de notre institution. Le contexte mondial actuel est anxiogène.
marquée par des guerres qui s'étendent et par le changement climatique qui mettent en péril notre avenir à toutes et tous. Dans ces circonstances difficiles, il n'y a pas d'alternative au vivre ensemble. Au sein de la communauté universitaire, comme dans la société qui nous entoure, je sens un fort besoin de retrouver du sens, de remettre de l'espoir au milieu du chaos. Que pouvons-nous faire, chacune, chacun, à notre niveau pour cela ? Notre institution a une responsabilité toute particulière vis-à-vis de la jeunesse que nous tentons de former pour affronter le monde de demain. Au-delà des savoirs et des compétences, n'oublions pas de transmettre aussi l'humanité, l'empathie, le sens du devoir, l'engagement, la recherche de sens, le bonheur de construire quelque chose ensemble. C'est ainsi que notre université remplira pleinement sa mission. Je vous remercie. Cher Christophe Levis, je vous remercie pour ce message de l'Assemblée de l'Université. Cette année, l'association Alumni UniGE a choisi de remettre le prix Alumnus à M. Pierre Krehenbühl. Directeur général du Comité international de la Croix-Rouge, depuis le 1er avril 2024, il est chargé de diriger les activités humanitaires mondiales du CICR et de ses 18 000 collaborateurs et collaboratrices dans plus de 100 pays. Il a consacré plus de 30 ans de sa carrière au secteur humanitaire, dont 25 ans à des postes de premier plan, que ce soit dans les délégations ou au siège. M. Krehenbühl connaît bien le terrain puisqu'il a effectué plusieurs missions opérationnelles au Salvador, au Pérou, en Afghanistan et en Bosnie-Herzégovine. N'ayant pas pu se joindre à nous en personne, Pierre Krehenbühl étant actuellement sur le terrain, il va nous délivrer son message par le biais de cette vidéo. Madame la conseillère fédérale, Madame la conseillère d'État, Madame la rectrice, Monsieur le Président de l'Assemblée de l'Université, chers professeurs, chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous transmettre mes sincères salutations et mes félicitations à l'occasion du Dies Academicus de votre université. Je regrette de ne pas pouvoir être présent à vos côtés et j'aimerais vous transmettre mes remerciements pour la reconnaissance et l'octroi de l'Alumnus 2024. Cela me touche parce que je suis né à Genève. Cela me touche également parce que c'est sur les bancs de votre université que j'ai fait mes études qui m'ont inspiré, qui ont façonné toute une partie de mon parcours professionnel. Et la coïncidence veut que c'est de cette même ville de Genève qu'est partie l'indignation fondamentale d'Henri Dunant, qui a mené à la création du Comité international de la Croix-Rouge, qui s'engage encore aujourd'hui sur tous les théâtres de conflits armés pour non seulement subvenir aux besoins des populations qui vivent l'horreur de la guerre, mais aussi pour préserver leur dignité fondamentale. Et nous sommes toutes et tous témoins aujourd'hui de l'étendue, de la prolifération de ces conflits armés autour de la planète, des violations considérables, graves, dramatiques du droit international humanitaire. Ça nécessite l'engagement de chacun et de chacune d'entre nous. C'est une question de conscience individuelle, c'est une question d'indignation face à l'horreur et de mobilisation collective pour, d'un côté, limiter les effets de la guerre quand elle a lieu, mais je pense plus fondamentalement encore, et très fondamentalement en lien avec l'esprit de Genève, de s'investir pour la résolution des conflits, pour la prévention des conflits et donc fondamentalement pour la paix. C'est une nécessité absolue au jour d'aujourd'hui et une conviction personnelle très profonde. Je vous remercie encore une fois de l'octroi de l'Alumnus 2024 et vous souhaite le meilleur pour cet événement important. J'ai le plaisir d'appeler sur scène l'un des 3 enfants de M. Krehenbühl, M. Elias Krehenbühl, pour recevoir le prix Alumnus 2024 au nom de son père.
On va aller devant. À l'association. Je suis soulagé qu'il y ait la vidéo qui a été présentée, comme ça je n'ai pas besoin de dire grand-chose de plus. Le concis a été dit, le plus important a déjà été présenté par le président également. Donc j'aimerais juste remercier l'association et toutes les personnes de l'Université de Genève pour cet honneur, ce privilège et voilà, pour la paix. Merci beaucoup. Je vais maintenant vous lire l'allocution que notre rectrice a préparée. Madame la conseillère d'État, chers et chers collègues, mesdames et messieurs, j'aurais vraiment souhaité être avec vous en ce jour de Dies Academicus, mais les aléas de la vie en ont décidé autrement et je ne peux, à mon grand regret, vous accueillir aujourd'hui dans notre alma mater. Alma mater. Cette expression un peu intrigante est souvent employée pour désigner l'université. Mais en connaît-on vraiment l'origine et toutes les significations? Mère nourricière des connaissances, c'est certainement dans cette première acception qu'elle a été pensée au Moyen Âge. Mais elle est aussi utilisée dans certaines traditions en référence à l'université dans laquelle on a effectué ses études. L'alma mater renvoie alors à l'idée d'une filiation, d'un lien fort et durable qui s'est tissé avec une institution, d'un enracinement au sein d'une communauté auprès de laquelle nous avons appris à partager nos projets et nous a parfois aussi apporté réconfort et encouragement lorsque nous en avions besoin. Cela m'amène au thème retenu pour cette cérémonie, le vivre ensemble. Cette notion de vivre ensemble nous tient d'autant plus à cœur que les personnes qui étudient et travaillent à l'université font bien plus que se côtoyer. Elles cultivent le sentiment de tirer à la même corde, nouent des amitiés, parfois pour la vie. Et l'amitié se nourrit d'attention, de considération et d'écoute. Pour les milliers d'étudiants et d'étudiantes qui franchissent chaque année le seuil de l'université, ce passage marque non seulement l'entrée dans un système d'apprentissage exigeant sur le plan intellectuel, mais aussi une étape cruciale dans leur parcours de vie. Celui où la camaraderie, les liens d'amitié propres aux années d'école prennent un sens plus profond. C'est le moment où l'on passe de l'adolescence à l'âge adulte. Mesdames et messieurs, l'ambition de ce rectorat pour notre université est d'en faire non seulement un lieu d'excellence au service de la connaissance, mais aussi un lieu où il fait bon travailler et étudier, un lieu où chacune et chacun se sent entouré et soutenu, et un lieu ouvert sur le monde. Promouvoir le vivre ensemble ne se satisfait toutefois pas de belles paroles et de vœux pieux. Avec mes collègues, nous avons initié ces derniers mois toute une série de projets très concrets au service de cette ambition. Cela concerne tout d'abord notre campus que nous souhaitons réenchanter au travers notamment d'une meilleure utilisation de certains espaces sous-occupés. Un nouveau bâtiment exemplaire en termes de durabilité verra le jour à l'horizon 2028 sur la rive gauche de l'Arve. Intégré au projet Quai des Vernets, il permettra d'accueillir les facultés des sciences de la société et d'économie et de management, libérant ainsi des espaces à Unimail. Nous travaillons aussi à rendre notre campus plus accueillant en misant sur l'inclusivité, car personne ne devrait se sentir exclu en raison de sa situation de handicap ou de troubles neurodéveloppementaux. Nous avons par ailleurs décidé de mettre l'accent sur la lutte contre la précarité, notamment en élevant le taux d'activité minimum de recherche protégée de 40 à 50% pour nos assistants et assistantes, afin qu'ils et elles bénéficient de plus de temps pour se consacrer à leur travail de thèse. Nous misons également sur une revalorisation de la contribution des doctorants et doctorantes qui passera par une augmentation de leur salaire. Concernant la situation matérielle des étudiants et étudiantes, le développement de l'offre de stages intégrés dans le cursus est reconnu par des crédits, ainsi que les micro-certifications qui favorisent l'apprentissage tout au long de la vie seront une des priorités de mon mandat.
Ces mesures m'apparaissent d'autant plus nécessaires dans un contexte où bon nombre de développements au sein de la société peuvent nous inciter à l'isolement. La généralisation de l'enseignement à distance et du télétravail ces dernières années a indéniablement apporté plus de flexibilité dans la gestion de temps. Ces dispositifs ont par exemple permis à un étudiant de la faculté de droit, Roman Mitchoukov, d'aménager ses études pour devenir médaillé olympique de natation lors des derniers Jeux olympiques de Paris 2024. Mais ils peuvent également contribuer au sentiment d'isolement. Face aux écrans, nous sommes seuls. Et il est indispensable d'accroître les espaces dédiés aux rencontres, aux dialogues et aux échanges. L'université est aussi un lieu dédié à perfectionner le contrat social qui nous lie les uns aux autres et à améliorer la société dans laquelle nous vivons. Nos chercheurs, nos chercheuses travaillent quotidiennement d'arrache-pied avec cette priorité en tête. Développer de nouveaux vaccins ou de nouvelles thérapies pour lutter contre les maladies, mettre en place de nouveaux dispositifs juridiques pour conférer, par exemple, des droits à des entités naturelles afin de lutter contre la crise environnementale ou pour élaborer un droit à la déconnexion dans un monde où l'exigence de disponibilité empiète le plus souvent sur la sphère privée. La semaine de la démocratie qui vient de s'achever a permis à des scientifiques de l'université de présenter de nouvelles formes de participation citoyenne sur lesquelles ils et elles travaillent afin de raviver le terreau démocratique. La mention de cet événement, organisé en collaboration avec nos autorités cantonales, me donne d'ailleurs l'occasion de les remercier chaleureusement du soutien qu'elles nous apportent et des liens qu'elles nous permettent de tisser avec la cité. Cela donne à notre université un ancrage local qui est l'une de ses principales forces. Le vivre ensemble se construit, il s'entretient. Affronter le regard et les idées des autres ne va pas toujours de soi. Il n'est jamais aisé de naviguer dans la confrontation de points de vue opposés. Toutefois, je suis persuadé que cette confrontation d'idées peut être productive et ouvrir de nouvelles perspectives d'enrichissement à condition qu'elle s'accompagne de respect et d'une vraie volonté de dialogue où chaque partie se sent en sécurité pour exprimer son point de vue sans provoquer de malentendus et de ressentiments. La science elle-même se nourrit de telles confrontations décomplexées et adultes, raison pour laquelle l'université est certainement l'une des institutions les mieux outillées pour tisser des liens entre la tradition et l'innovation, entre l'idéal et la raison, entre la rigueur et la créativité, un lieu où les plus forts aident les plus fragiles et où chacun et chacune trouve un cadre propice à l'épanouissement de son potentiel au service du bien commun et de notre alma mater. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très belle suite de cérémonies. J'ai le plaisir maintenant de passer la parole à Madame Anne Ilpold, conseillère d'État en charge du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Madame Ilpold, à vous la parole. Mesdames et messieurs, en vos titres et fonctions, permettez-moi pour commencer de vous exprimer le plaisir que j'ai d'être ici ce matin avec vous et en pensée avec Madame Audrey Lebas. Le Dies Academicus est un rituel important qui ouvre chaque année la saison d'automne, comme on dit au théâtre, en nous donnant l'occasion de célébrer la recherche scientifique et la place qu'elle occupe dans notre cité grâce à l'Université de Genève. C'est également un moment de choix pour exprimer la solidarité des intelligences face aux défis d'un monde qui nous semble chaque année plus compliqué et pour évoquer parfois les dossiers importants qui s'ouvrent devant nous. Mais cette année, c'est également particulier car l'université a à sa tête pour la première fois une femme. Voilà un signe, s'il en faut, que le vivre ensemble progresse à l'université. C'est le thème en effet de la présente édition, le vivre ensemble. Vaste notion qui pourrait recouvrir aussi bien le quotidien de l'existence familiale que les grands questionnements collectifs d'une société démocratique. Mais on entend par là deux choses ordinairement. D'abord, pour le dire vite, la tolérance. Savoir accepter l'existence de gens qui ne partagent pas nos conceptions fondamentales du bien et du sens de la vie sans rentrer en conflit, voire en finissant par aimer cette différence pour la richesse qu'elle apporte à nos propres vies.
Pour construire la tolérance, il faut briser les préjugés. Et c'est une responsabilité importante des pouvoirs publics que lutter contre les discriminations, les stéréotypes et les discours de haine. Renforcer la lutte contre les violences et contre toutes les discriminations est d'ailleurs une des priorités de la législature de mon département. Et l'État de Genève, dans son ensemble, mène de grands travaux dans le domaine législatif avec l'adoption récente de la loi sur l'égalité et la lutte contre les discriminations dans le domaine du genre et l'élaboration en cours de plusieurs autres lois sectorielles en matière de racisme et de handicap, par exemple. Ensuite, le vivre ensemble comprend ce qu'on appelle aujourd'hui l'inclusion. Quelles que soient vos particularités individuelles et quels que soient vos besoins spécifiques, vous devez vous sentir accueillis avec bienveillance. Et nos institutions, comme l'université ou l'école publique, doivent créer un environnement où toutes les personnes, indépendamment de leur origine, genre, orientation sexuelle, handicap, statut socio-économique ou toute autre différence, se sentent accueillis, respectés et valorisés. Mais je pense que le vivre ensemble comporte une troisième dimension essentielle qui touche de près l'essence de la démocratie et de la recherche scientifique, la culture du débat contradictoire pacifique, ou ce que l'on pourrait appeler, pour remonter aux sources, le dialogue philosophique. Comme le disait John Stuart Mill, la démocratie est le gouvernement par la discussion. Et comme vous le savez mieux que moi au sein de l'Université de Genève, la science progresse par la discussion rationnelle d'hypothèses falsifiables. Cette dimension centrale est, à mes yeux, fondamentale parce qu'elle conditionne tout le reste. Comment apprendre à coexister malgré nos différences et malgré nos divergences si l'on ne peut pas discuter en commun de nos problèmes communs? Et comment faire tourner le moteur de la démocratie, si vous me pardonnez cette métaphore digne de l'Anthropocène, sans le fioul de la discussion rationnelle? Or, toute discussion rationnelle est impossible sans un minimum de discipline collective et sans un minimum de responsabilité individuelle. L'actualité récente l'aura démontré à celles et ceux qui en doutaient. Il est trop facile, dans un monde qui sollicite l'inquiétude et l'indignation de nombreuses personnes de bonne volonté, de jeter de l'huile sur le feu. C'est trop facile et ça marche bien. Et très vite, un différend géopolitique ou un désaccord sociétal nous pousse à perdre en discipline et à jouer avec nos responsabilités. Nous ne tolérons plus l'expression de la position adverse. Nous refusons d'écouter un argument à cause du genre, des affinités politiques ou de la religion de la personne qui parle. Nous écrasons la conversation sous la colère, la haine et la caricature. Nous oublions nos responsabilités en tant que citoyens ordinaires, mais encore plus quand on enseigne, qu'on publie ou qu'on prononce un discours politique, de ne jamais, même par maladresse, encourager la haine et favoriser l'intolérance. Je ne vise personne en particulier, mais juste l'esprit du temps. Cet esprit du temps, c'est ma conviction et celle du Conseil d'État, doit être combattu avec la plus grande fermeté par toutes les institutions responsables. Et l'université, comme l'école, comme nombre d'institutions, doivent rester des espaces de tolérance et d'inclusion, mais également des espaces de discussion rationnelle et de conversation argumentée. C'est un message que l'université et le Conseil d'État ont commencé à donner cette année et qu'ils continueront à donner durant la prochaine. Je remercie l'Université de Genève, cela va sans dire, pour son excellence académique et la qualité de ses services à la Cité, dont les Sciencescope et le Polyscope, à l'honneur cette année, sont un magnifique exemple. Et je lui souhaite une saison 2024-2025 pleine de riches découvertes, de succès et d'avancées dans ces grands chantiers en cours. Et bien sûr, je félicite chaleureusement, avec un peu d'avance, toutes et tous les futurs médaillés. Vive la démocratie, vive la recherche scientifique, vive le dialogue argumenté et très beau dièse à toutes et tous. Et merci pour votre attention. Merci Madame la conseillère d'État pour ce beau discours. Nous arrivons maintenant à la traditionnelle étape de l'université en images. Donc, nous allons découvrir justement le film
qui retrace cette université et qui illustre la richesse de notre université. Catalysatrice. Surprenante. Ouais, il y a tellement de choses à dire. Intense. Passionnante. Mouvementée. On est très riche. Le rôle de l'université, c'est vraiment d'être à la pointe de la recherche et en compétence de former en fait les générations du futur, de leur fournir les outils intellectuels qui leur permettront de changer le monde. Si je pouvais rêver un futur, on serait aussi extrêmement puissant en termes d'innovation. J'imagine l'Université de Genève comme une université très ancrée localement. Moi, j'aime bien l'idée d'étudiants citoyens connectés avec la cité. Les doctorants, les chercheurs sont très motivés par ce qu'ils font et sont très passionnés. Ils adorent expliquer ça au grand public. J'aimerais que les étudiantes et les étudiants soient créatifs, qu'ils aient envie de développer de nouvelles idées, de changer le monde d'aujourd'hui. Dans l'université du futur, je pense qu'on aura un UNIGE qui sera encore plus numérique et plus inclusif. Autant je pense que l'enseignement à distance a montré beaucoup de potentiel et d'opportunités, autant on doit vraiment ramener les étudiants sur le campus pour leur donner ce moment de débat, pour avoir un esprit critique aussi sur le développement d'idées. C'est absolument essentiel pour la vie étudiante. Un des grands risques que je vois actuellement, c'est vraiment ce qu'on appelle la récursivité des intelligences artificielles. Et ça veut dire qu'on travaille avec des données générées partiellement ou complètement par des intelligences artificielles. On les analyse en utilisant les intelligences artificielles. À ce moment-là, notre accès à la réalité devient complètement dépendant des intelligences artificielles, ce qu'il faut éviter. C'est sûr que si on prend l'habitude de poser la question à ChatGPT, on n'utilise plus trop nos cerveaux. Après, on peut aussi poser la question et voir ça comme un cerveau en plus, peut-être. Elle a un rôle de modèle. Elle doit, dans son fonctionnement, tenir compte des défis climatiques, des enjeux sociaux également. Pour une partie de la population, le discours un petit peu catastrophiste a un effet démobilisateur. Par conséquent, moi je pense que l'université doit être un lieu qui est porteur d'espoir.
L'employabilité des étudiants nous est particulièrement chère. On essaye de les préparer en leur donnant des compétences transversales et puis en développant le plus de ponts possible avec le monde du travail. C'est pour ça que ce rectorat veut développer ce qu'on appelle des micro-certifications. Ce sont des programmes d'études courts qui répondent vraiment à un domaine de compétences très actuel, très nouveau et très demandé en emploi. S'il y a un endroit où le dialogue doit être possible, c'est à l'université. Clairement, pour moi, l'humain, c'est le centre de l'université. Donc j'aime beaucoup le fait qu'on puisse avoir des dialogues avec les profs. Et pour moi, c'est ça le vivre ensemble, en fait. L'Université de Genève doit être un lieu de débat, des discussions, parfois des discussions intenses. Je pense qu'un être humain ne peut pas tout apprendre dans sa vie. Et je pense que du coup, le fait de vivre ensemble nous permet d'apprendre de l'expertise de chacun. On est en capacité de mettre dans des projets de recherche des chercheurs qui viennent des quatre coins du monde et jouer en fait ce rôle de vecteur de paix, ou constructeur de paix. Si on n'arrive plus à se parler à l'université, si on n'arrive plus à débattre, ça va être difficile dans d'autres pans de la société parce que normalement, l'université, c'est vraiment le lieu où il y a le débat contradictoire. On a besoin du coup du vivre ensemble. Je pense que vraiment on est dans une époque où le monde est tellement scindé que vivre ensemble, ça me paraît un enjeu planétaire. Le vivre ensemble, c'est faire société et c'est un élément central de la démocratie. Le vivre ensemble, pour moi, c'est tisser du lien entre les individus, renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté et en cela, l'université a vraiment un rôle à jouer. Cher professeur Fayolle, je vous invite à me rejoindre sur scène. Michel Fayolle, vous êtes professeur émérite à l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand et vous êtes un spécialiste internationalement reconnu des apprentissages scolaires et de la psychologie du développement. Votre carrière a commencé en tant qu'instituteur dans un petit village dont le nom est célèbre en littérature, Mosnes, emprunté par Alain Fournier pour désigner le héros de son roman, Le Grand Mosnes. Parallèlement, animé par l'ambition d'acquérir les savoirs et savoir-faire susceptibles d'étayer les choix pédagogiques, vous avez poursuivi des études universitaires. En 1981, vous soutenez une thèse qui a marqué, déjà en raison de sa durée, vue comme une des plus longues réputées du domaine, mais surtout parce que ce travail a donné naissance à l'ouvrage « Le récit et sa construction ». Ouvrage qui a joué un rôle majeur dans la prise en considération des genres textuels en psychologie du langage. Nommé professeur des universités à Dijon, vous y fondez le laboratoire d'études de l'apprentissage et du développement, l'EAD, et vous vous orientez dans vos recherches vers l'acquisition des compétences langagières et numériques. En 1998, vous rejoignez l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, où vous continuez à approfondir ces thématiques. Vos recherches sont influentes en francophonie et bien au-delà. Vous avez publié plus de 150 articles dans des revues internationales, ainsi qu'une vingtaine d'ouvrages, qui ont considérablement enrichi la compréhension des processus d'apprentissage chez l'enfant. Combinant psychologie du développement et pédagogie, vos travaux éclairent de façon novatrice les défis de l'acquisition des compétences fondamentales. Votre expertise et votre engagement vous ont valu d'assumer de très nombreuses responsabilités, comme la présidence de conseils scientifiques, la coprésidence de conférences nationales de consensus et la participation à de nombreux comités scientifiques. Vous avez su remarquablement allier recherche,
enseignement et engagement institutionnel en éducation, tout en menant des collaborations internationales fructueuses. Votre relation avec l'Université de Genève est riche, ancienne. Vous y avez collaboré avec plusieurs figures éminentes de notre université, comme Jean-Paul Broncard, qui était membre de votre jury de thèse, Laurence Rieben, Pierre Barouillet ou Bernard Schnöfli. Vous avez également marqué cette institution par vos conférences, notamment dans le cadre du Centre Piaget, où vous avez été chargé de cours entre 1989 et 1992, puis en 1997. Ces multiples interactions illustrent la profondeur et la diversité de vos liens avec la communauté académique genevoise. C'est donc pour toutes ces raisons que l'Université de Genève est particulièrement fière de vous décerner le titre de Doctor Honoris Causa. Félicitations. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup pour ce panorama de ma carrière. Je voudrais tout d'abord remercier les collègues genevois de mon champ disciplinaire de m'avoir jugé digne de recevoir cette prestigieuse distinction. Je voudrais y associer tous mes doctorants, une quarantaine, et tous mes collaborateurs, nationaux, internationaux, avec lesquels nous avons pu conduire un très grand nombre de recherches et les publier. Je souhaite également remercier profondément toutes les enseignantes, tous les enseignants, tous les cadres du système éducatif et surtout tous les élèves avec lesquels et pour lesquels nous avons conduit toutes ces recherches. Je souhaite qu'ils aient pu en bénéficier, au moins pour ceux qui ont participé, et qu'ils puissent en bénéficier pour ceux auprès desquels nous sommes en train d'étendre les résultats, notamment actuellement dans le nord de la France. Enfin, pour terminer, je souhaite remercier profondément mon épouse et mes deux filles qui, au long de toute ma carrière, ont supporté ce que j'étais au deux sens du terme, supporté au sens de m'aider et supporté au sens de accepter mes absences, accepter mes angoisses quant aux incertitudes du lendemain. Merci beaucoup. Chère professeure Sylvia Harbert, je vous invite à me rejoindre sur scène. Professeur Harbert, c'est un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans cette ville qui vous a vu naître. Spécialiste du cerveau, votre carrière d'exception a inspiré la communauté des neurosciences en Suisse, en Europe et dans le monde entier. Votre vie scientifique commence à l'Université de Bâle. Vous y étudiez la biologie et soutenez votre doctorat à l'Institut Friedrich Micher pour la recherche biomédicale. Après un séjour à l'Université Columbia de New York, vous revenez à Bâle pour créer votre propre laboratoire de recherche au Biozentrum de l'Université de Bâle, un centre hautement spécialisé dont les recherches visent à comprendre comment les molécules et les cellules créent la vie. Passionné par le fonctionnement de notre organe le plus mystérieux, le cerveau, et du système nerveux central, vous vous intéressez à la manière dont les circuits de neurones orchestrent nos mouvements. Grâce à une combinaison inédite d'outils de pointe mêlant notamment l'optogénétique
qui permet de manipuler les neurones avec de la lumière, et l'électrophysiologie, vous avez considérablement fait progresser notre connaissance du système nerveux. Vous êtes en effet parvenu à déterminer avec précision l'identité des circuits neuronaux qui contrôlent les différentes formes de mouvement, des plus simples aux plus complexes. Et si l'on sait précisément quel groupe de neurones produit quel mouvement, il devient alors possible d'intervenir directement sur les neurones dysfonctionnels en cas de trouble du mouvement. Vous avez ainsi ouvert un champ encore inconnu et suscité un espoir immense pour les personnes souffrant de troubles et handicaps moteurs, qu'ils soient dus à la maladie, comme celle de Parkinson, ou à des lésions accidentelles de la moelle épinière. Les nombreux prix qui vous ont récompensés ces dernières années, comme le prix Otto Nägeli en 2014, le prix Louis Jantet de médecine en 2017 ou encore le Brain Prize en 2022, témoignent de l'impact décisif de vos travaux sur la recherche biomédicale. Membre du Sénat de l'Académie suisse des sciences médicales, votre très grande valeur scientifique a été reconnue bien au-delà de nos frontières. Vous êtes en effet membre de l'Académie nationale des sciences des États-Unis, de l'Organisation européenne de biologie moléculaire et de l'Academia Europaea. Les avancées que vous avez accomplies marqueront l'histoire des neurosciences et constituent un socle solide dans la mise au point de nouveaux traitements qui pourraient changer la vie de millions de personnes à travers le monde. Pour toutes ces raisons, l'Université de Genève est fière de vous décerner le titre de docteur honoris causa. Un grand merci pour cet honneur très particulier. 3 points pourquoi cet événement est très spécial pour moi. Premièrement, je suis née à Genève et j'y ai habité pour 2 ans de ma vie. Et aussi, mon père y a mené ses activités scientifiques pendant 17 ans, y compris son doctorat. Deuxièmement, j'ai fait partie d'un NCCR dirigé par Denis Duboul et je garde en mémoire des très bons souvenirs de mes réunions à Genève. Et troisièmement, je suis fière de pouvoir interagir avec la communauté en neurosciences à Genève. Je vous remercie encore une fois pour cet honneur exceptionnel. Cher professeur Keller, je vous prie de me rejoindre sur l'estrade. Professeur Keller, tout au long de votre carrière, vous avez allié une recherche rigoureuse et innovante à un engagement inlassable et courageux en faveur des droits humains, de la démocratie et de l'état de droit. En tant que professeur de droit public, de droit européen et de droit international à l'Université de Zurich, vous avez mené des recherches dont l'impact est considérable. Votre ouvrage A Europe of Rights, qui analyse en profondeur les effets de la Convention européenne sur 18 systèmes juridiques nationaux, est ainsi le livre le plus emprunté à la bibliothèque de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Et c'est une bibliothèque que vous connaissez particulièrement bien, puisque vous avez siégé à la Cour en tant que juge de 2011 à 2020. Ceci après avoir été membre du Comité des droits de l'homme de l'ONU entre 2008 et 2011, et après votre départ de la Cour européenne des droits de l'homme, en rejoignant il y a 4 ans la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine. Dans vos recherches plus récentes, vous êtes revenu à une thématique qui vous tient à cœur depuis le début de votre carrière scientifique, la protection de l'environnement. Vous menez depuis 2020 un grand projet de recherche sur les droits humains et le contentieux climatique. Et sans surprise, vous êtes devenu une personnalité incontournable dans les discussions passionnées suscitées par l'arrêt Aîné pour la protection du climat.
Pour vous, les droits de la personne humaine sont des outils au service d'un monde plus juste et plus humain. Vous n'avez jamais perdu de vue la souffrance des personnes dont les plaintes sont arrivées sur votre table à Strasbourg. Il n'était pas évident de digérer ces dossiers. J'avais souvent mal au cœur en les lisant, avez-vous dit dans un entretien à la presse. Vous nous rappelez inlassablement l'importance systémique de la protection des droits humains pour la paix, la démocratie et l'état de droit. La Suisse a le devoir moral de faire partie du club, martelez-vous, quand les droits humains sont sous pression dans notre pays. Et avec le même courage, vous réfutez toute attitude complaisante à l'égard de la Suisse. Non, la Suisse n'est pas un État modèle, et comme d'autres pays, vous nous redites qu'elle a parfois besoin d'une impulsion de l'extérieur. Votre remarquable contribution aux droits humains, à la démocratie, à l'état de droit, fait de vous une figure emblématique au-delà des frontières nationales. Cette année, vous avez été choisie comme l'une des 75 femmes qui ont marqué l'activité du Conseil de l'Europe pendant les 75 ans de son existence. En 2021, vous étiez la première Suissesse à recevoir le prestigieux prix Madame de Staël, presque une voisine, qui récompense des chercheuses et des chercheurs ayant apporté une contribution exceptionnelle aux valeurs communes de l'Europe. Chère Hélène, notre université se reconnaît pleinement dans les valeurs que vous incarnez. Elle est donc particulièrement fière de vous décerner le titre de docteur honoris causa. Un grand merci à l'Université de Genève et en particulier à la faculté de droit. C'est un moment extrêmement heureux dans ma vie. Cher professeur Lecan, je vous prie de me rejoindre sur scène. Cher professeur Lecan, il y a bientôt 40 ans, vous avez commencé à développer certaines des technologies fondatrices de l'intelligence artificielle moderne. Vous n'étiez alors que quelques-uns à percevoir l'extraordinaire potentiel de ces méthodes. Et pendant des décennies, vous les avez défendues auprès d'une communauté qui n'appréciait guère leur incompréhensible efficacité. Depuis, le développement des ordinateurs et des médias numériques a permis à ces techniques de révéler pleinement leur potentiel. Vous êtes sans doute l'un des moins surpris par l'extraordinaire succession des progrès technologiques qui en résulte depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Aujourd'hui, dotée d'une maturité nouvelle, l'intelligence artificielle se trouve à un tournant décisif. Elle s'étend au-delà des sphères technologiques, devenant un levier essentiel pour relever nombre de défis sociaux et environnementaux qui marquent notre époque. Au sein de la faculté des sciences, nous croyons fermement à l'importance de ces avancées, non seulement pour repousser les frontières de la connaissance, mais aussi pour contribuer à un avenir plus durable et plus équitable. Votre désir fondamental d'impacter de manière positive les progrès scientifiques se retrouve sans l'autre cause qui mobilise votre énergie, celle de l'accessibilité et de la diffusion de la recherche. Vous avez été tout au long de votre carrière un ardent défenseur du logiciel libre. Vous êtes le promoteur d'une modernisation transparente et responsable de l'évaluation par les pairs. Et c'est en grande partie sous votre influence
que les conférences phares de l'intelligence artificielle ont adopté des procédures d'évaluation ouvertes. Votre engagement indéfectible pour une intelligence artificielle ouverte et accessible au service du bien commun reflète profondément les valeurs que nous chérissons à la Faculté des sciences. Grâce à votre leadership, non seulement la technologie progresse, mais elle devient également un outil puissant pour bâtir un futur dans lequel l'innovation scientifique répond aux besoins les plus pressants de la société. Enfin, cher professeur Lecan, c'est essentiellement grâce à vous, parce que vous avez défendu sans relâche cette ouverture en étant à l'interface du monde académique et de l'industrie, que notre futur n'est pas prisonnier de l'intelligence artificielle fermée, dont nous ne pourrions ni étudier ni modifier le fonctionnement. Ce titre de docteur honoris causa reflète non seulement vos contributions exceptionnelles, mais aussi notre engagement commun à mettre la science et la technologie au service d'un avenir meilleur. Pour toutes ces raisons, la Faculté des sciences est particulièrement honorée de vous décerner le titre de docteur honoris causa. Je suis très honoré de cette distinction et je voudrais bien sûr remercier l'université, la Faculté des sciences, mais aussi mes collaborateurs, co-auteurs, post-doc, étudiants, ainsi que ma famille, mon épouse ici présente et nos 3 fils. Et je dois aussi remercier très spécialement l'Université de Genève en général, parce que j'ai été inspiré de travailler sur l'apprentissage automatique, l'apprentissage des machines, à cause de Jean Piaget. Quand j'étais en 2e ou 3e année d'école d'ingénieur, je suis tombé sur un livre qui était un débat entre Jean Piaget et Noam Chomsky sur l'apprentissage du langage. Et j'étais frappé par l'opposition qui existait, le débat intellectuel à l'époque. Et surtout, j'ai appris l'existence de travaux depuis les années 50 sur justement l'apprentissage automatique des machines. Ça m'a passionné et je me suis intéressé au sujet et j'en ai fait le sujet de mon doctorat et ma carrière entière. Donc tout ça est à cause de Piaget. Nous arrivons maintenant à l'espace musical et artistique de notre cérémonie. Vous l'avez entendu au piano au début de la cérémonie, Camille Osmanov est un jeune producteur de musique et pianiste genevois qui a grandi dans le quartier de la Servette. Son style marie harmonieusement musique classique et musique urbaine. Il sera accompagné par un danseur et une danseuse plusieurs fois primés. Chloé Fayol, danseuse et chorégraphe d'origine valaisanne. Ses danses de prédilection sont le yield, le waacking et le voguing. Et Mamadou Kalombo, danseur et chorégraphe d'origine congolaise et fondateur du Study Les Arts, un centre de développement artistique et culturel à Beauvais. Il est connu pour son style hétéroclite, mariant les danses urbaines et modernes, les danses de salon et les danses traditionnelles africaines. Le choix de cet intermède, vous l'aurez compris, illustre le thème que nous mettons à l'honneur aujourd'hui, le vivre ensemble. Sans plus attendre, je leur cède l'espace.
Merci à nos artistes pour ce brillant et harmonieux moment artistique. J'invite maintenant Micheline Calmiret à rejoindre le pupitre sur scène. Chère Micheline, c'est une évidence que l'Université de Genève vous honore de sa médaille en ce jour. Vous êtes en effet une des personnalités genevoises qui aura le plus fait rayonner notre canton et son alma mater dans le monde en ce XXIe siècle. Évidemment, ministre des Affaires étrangères de la Suisse de 2003 à 2011, par 2 fois présidente de la Confédération, cela offre des occasions de se faire remarquer sur la scène internationale. Et vous faire remarquer, c'est l'un de vos indiscutables traits de caractère. Mais vous ne le faites pas remarquer pour rien. Vous faire remarquer en promotrice de la paix, comme lors de votre première année de mandat de conseillère fédérale en traversant à pied l'infranchissable frontière entre les 2 Corées, ou en faisant signer en 2009 un protocole d'amitié entre la Turquie et l'Arménie, vous définissez ainsi avec succès une neutralité active de la Suisse. Le multilatéralisme dont Genève est la capitale vous doit aussi passablement. Vous jouez un rôle actif dans la création du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui siège à Genève depuis 2006. C'est aussi votre engagement qui a permis de surmonter le blocage de l'adhésion de la Russie à l'OMC, ce qui fait de vous l'une des bâtisseuses de la Genève internationale. Et bien sûr, vous êtes une défendresse infatigable des droits de l'homme, des droits humains. Ainsi, sans surprise, lorsque vous rejoignez l'Université de Genève en 2012 comme professeur invité au Global Study Institute, vous créez immédiatement une semaine des droits humains qui est toujours prospère aujourd'hui. Vous avez aussi accompagné la naissance du Global Study Institute, prodiguant judicieux conseils, idées d'innovation pédagogique, tels ces séminaires sur l'art de la négociation qui attirent des étudiants et des étudiantes de prestigieuses universités étrangères, ou offrant des contacts précieux qui ont par exemple permis au Global Study Institute et à la Faculté des sciences de se profiler en collaboration avec l'École polytechnique fédérale de Zurich comme leaders mondiaux dans le champ émergent de la diplomatie computationnelle. Il faut enfin rappeler que vous êtes une alumnie de l'Université de Genève, puisqu'en 1968, vous avez obtenu votre licence HEI, diplôme qui se perpétue aujourd'hui sous le nom de Barry du Bachelor en Relations internationales, dans le cadre du Global Study Institute. Belle manière de boucler la boucle. C'est donc pour ce parcours exceptionnel et votre contribution au rayonnement de l'Université de Genève qu'en son nom, je suis très heureux de vous remettre aujourd'hui la médaille de l'université. Madame la conseillère d'État, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est avec une immense gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui. Recevoir une médaille de l'Université de Genève est un honneur que je chéris profondément. Pendant ces 10 dernières années, j'ai eu le privilège d'enseigner et chaque instant passé ici a été une source d'enrichissement. Je tiens à remercier les recteurs Jean-Dominique Vassali et Yves Flukiger. J'étais encore en fonction à Berne lorsque me parvient un courrier de l'Université de Genève me demandant si j'étais intéressée par un enseignement. La demande m'a séduite. Reste que je n'avais jamais enseigné et que lorsque j'ai demandé, inquiète, ce que l'on attendait de moi, on m'a répondu « liberté académique ». Nicolas Levrat, alors directeur du Global Studies Institute, m'a alors inspirée et soutenue. Je souhaite également exprimer ma reconnaissance à mes assistants, à mes étudiantes et à mes étudiants. Vous avez été la raison pour laquelle j'ai enseigné avec enthousiasme. Votre curiosité, vos questions, votre détermination m'ont constamment rappelé l'importance de notre mission et m'ont aussi aidé à quelques remises en question. À l'Université de Genève, Mesdames et Messieurs, les étudiants et les étudiantes évaluent nos enseignements. Et ce n'est pas toujours facile de reconnaître qu'ils ou elles ont parfois raison.
Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement vous-même, Monsieur le vice-recteur Stéphane Berthet, pour avoir toujours cru et appuyé les négociations pour un partenariat avec l'École polytechnique fédérale de Zurich et l'UNIGE, négociations qui ont abouti à la création du Science and Diplomacy Lab. Recevoir cette médaille n'est pas seulement une reconnaissance personnelle, mais aussi une célébration de tout ce que nous avons accompli ensemble. Nous vivons dans un monde de fractures historiques, de conflits, de guerres. Et dans un tel environnement, parler de l'art et de la science de la négociation dans mes cours, de parler aussi de la tradition suisse des bons offices, a tout sauf été une évidence. Évoquer la prévention des conflits, mesdames et messieurs, c'est faire référence à la contribution d'Emmanuel Kant à la réflexion sur la paix, en rappelant que l'idée d'une société des nations et de l'Organisation des Nations Unies lui est due. Les Nations Unies ont précisément été créées pour protéger le monde des guerres, mais l'organisation est aujourd'hui impuissante. Les grands pays peuvent en effet mettre leur veto à toute mesure souhaitée par le Conseil de sécurité. L'Assemblée générale des Nations Unies a certes multiplié les résolutions dont l'adoption ne nécessite que la majorité de ses membres, mais de telles décisions symboliques que l'Assemblée générale est incapable de traduire dans les faits assimilent encore plus les Nations Unies à une organisation impotente. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous apprenons avec préoccupation que la FINUL, l'Organisation des Nations Unies au Liban, est visée par des tirs. Depuis 2022, les États-Unis et l'Europe ont dû s'engager dans 2 conflits dont les ondes de choc ont été mondiales. L'attaque russe a brisé toutes les normes sur lesquelles reposait l'ordre de paix européen. Et si l'on considère objectivement les intérêts stratégiques des États-Unis, le bilan de la guerre en Ukraine n'est pas négatif, car une confrontation directe avec l'OTAN et la Russie, entre l'OTAN et la Russie a pu être ainsi évitée. Mais au Proche-Orient, l'efficacité de la politique de dissuasion américaine n'est toutefois pas aussi évidente. L'administration américaine y montre surtout son incapacité à influencer les décisions israéliennes et à mener une réflexion sur l'après-guerre. Et de fait, près d'1 an après le début de la guerre à Gaza, Washington voit son pire cauchemar se réaliser, l'extension d'un conflit que la diplomatie américaine a tenté en vain de circonscrire à Gaza. Mesdames et messieurs, pour être si répandues, les guerres auraient-elles des vertus? Les guerres en Ukraine, au Proche-Orient, seraient-elles annonciatrices de paix durable? Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, affirmait en janvier 2023, parlant de la guerre en Ukraine, je cite, « Les armes sont la voie de la paix ». Au Proche-Orient, le Premier ministre israélien dit vouloir poursuivre la guerre jusqu'à la victoire totale et se refuse à exposer les objectifs politiques de ce conflit. La communauté internationale se gargarise d'une solution à 2 États, mais aucun chef d'État ne fournit aujourd'hui le moindre effort pour le mettre en œuvre. D'ailleurs, contre la volonté d'Israël qui n'en veut pas. C'est dire que les guerres d'Ukraine, de Gaza, du Liban n'ont pas atteint, et c'est très triste, le moment où les parties considèrent qu'elles ne peuvent plus gagner et que le nombre de morts et de blessés n'est plus supportable. La guerre engendre des souffrances, des destructions, rendant la paix plus difficile à atteindre à long terme. On peut en effet augurer que l'après-guerre au Proche-Orient, quelle que soit son issue, quel que soit son ou ses vainqueurs, sera pour des générations marquée par des haines et des volontés de revanche. Et c'est pourtant dans ces moments-là, dans un monde de souffrance, où des personnes vulnérables sont assassinées, prises en otage, blessées, tuées, où des femmes, des hommes, des enfants sont victimes de bombardements indiscriminés. C'est dans ces moments-là, mesdames et messieurs, que nous ne pouvons pas rester indifférents. C'est dans ces moments-là que nous avons le plus besoin du droit, non pas d'un droit abstrait, mais d'un droit qui nous protège. Mais que faire? Mais que dire lorsque les grandes puissances ne croient qu'à la force et que la force du droit est devenue faiblesse? Mesdames et messieurs, je suis particulièrement reconnaissante à l'Université de Genève qui, dans ces temps troublés, m'a permis de développer un programme d'enseignement dont j'ai l'ambition de penser que la méthodologie est unique et qui, je l'espère, aura permis à de nombreux étudiants et étudiantes de pratiquer l'art de la négociation.
un art dont nous avons aujourd'hui terriblement besoin. Je vous remercie. Sur proposition du doyen de la Faculté des sciences de la société, le professeur Ciarini, la médaille de l'innovation est décernée cette année au Sciencescope et au Polyscope. Et pour recevoir cette médaille, j'ai l'honneur et le grand plaisir d'inviter les directeurs des scopes, M. Benowski et M. Gauthier-Clerc, à nous rejoindre sur scène. Aux côtés de la recherche et de l'enseignement, le service à la société, ou service à la cité, est l'une des 3 missions clés de l'Université de Genève. Chaque année, grâce au Sciencescope et au Polyscope, des milliers d'élèves du primaire et du secondaire à Genève découvrent de manière ludique et interactive le monde académique, renforçant ainsi cet engagement essentiel. L'idée du Sciencescope est née en 2007 et a grandi au sein du pôle de recherche national, le NCCR MANEP, matériaux avec des propriétés électroniques exceptionnelles, dirigé par les professeurs Fischer et Reiner, pour rapprocher les sciences du public et surtout des jeunes, dans un cadre différent des salles de classe. Le concept était simple, un laboratoire théâtre au cœur des centres de recherche, où les écoliers et élèves du canton de Genève et d'au-delà pourraient venir au contact des sciences, se familiariser avec l'université, apprendre en touchant, de façon pratique et ludique. Le Physiscope et Bio-outils ont vu le jour cette même année. Suivront le Chimiscope, le Bioscope, le Mathscope, l'Infoscope, le Terrascope, l'Enviroscope, le Pharmascope, le Lifescope et l'Astroscope. Tous réunis sous la bannière du Sciencescope en 2014 grâce au soutien de la fondation Harry Dudley Wright. Sous la direction du professeur Reiner jusqu'en 2022, puis de M. Gauthier-Clerc, le Sciencescope n'a cessé d'innover, rendant les sciences accessibles, surprenantes et, qui sait, inspirantes pour de futures vocations. Équivalent du Sciencescope pour les sciences humaines, le Polyscope a vu le jour avec la création de la Faculté des sciences de la société il y a un peu plus de 10 ans. Le Polyscope propose des activités variées comme des tables rondes, des débats, des jeux de rôle et même des bandes dessinées numériques pour les élèves du primaire. Grâce à des installations multimédia, ces activités permettent aux élèves de se familiariser de manière ludique avec les thématiques des sciences sociales, tout en apprenant à débattre de façon constructive. Les sujets abordés, grâce aux chercheurs de la faculté et dans une approche interdisciplinaire, vont de la migration aux inégalités, en passant par la mondialisation, les questions de genre et les mouvements sociaux. Monsieur Gauthier-Clerc, Monsieur Benowski, en décernant cette médaille de l'innovation, l'Université de Genève exprime ses plus vifs remerciements au Sciencescope et au Polyscope pour leur engagement exemplaire et souligne leur contribution exceptionnelle à l'éducation et à l'impact de l'université sur la société. Toutes nos félicitations. Donc, je suis ici au nom de centaines de personnes, étudiants, étudiantes, techniciens et techniciennes, enseignants, enseignantes, chercheurs et chercheuses, et également les responsables de Scope, ils sont 10, passés et présents, qui composent le Sciencescope. Donc je suis là pour remercier l'université de l'immense honneur de recevoir le prix de l'innovation aujourd'hui. Donc ce prix, c'est le fruit de la créativité, de la passion de ces centaines de personnes qui œuvrent depuis de nombreuses années. Merci à l'université de nous avoir confié aussi cette mission. C'est une mission qui est pleine de sens et qui est tournée vers la cité.
Aussi, bien préciser que tout ça ne serait pas possible sans le soutien des sections, l'ensemble des sections qui, elles, fournissent les ressources qui permettent de porter leur discipline scientifique vers la société. Remercier le soutien fidèle de la Faculté des sciences, de la Faculté de médecine et du Centre universitaire d'informatique. Et puis dire que cette reconnaissance nous encourage à poursuivre, à innover et à continuer à porter les sciences au cœur de la société. Et je suis également très heureux d'être aujourd'hui aux côtés du Polyscope et des sciences sociales qui marquent la complémentarité des sciences au service de la cité. Le Polyscope, comme le Sciencescope, c'est aussi et surtout un travail d'équipe. Et il serait impossible ici de commencer même à remercier toutes les personnes qui y ont contribué, que ce soit les doctorants ou doctorantes issus de la faculté et qui font un travail formidable avec les élèves sur le terrain pendant les activités que nous organisons, ou que ce soit les nombreuses personnes qui produisent le matériel pédagogique que nous fournissons aux élèves. Le Polyscope doit aussi beaucoup à l'université, à la faculté des sciences de la société et aussi aux financeurs externes, en particulier le FNS avec son instrument Agora ou à la Fondation genevoise, la Fondation Henri Moser. Et je me réjouis également beaucoup de la récente collaboration que nous avons commencée entre le Polyscope et le Sciencescope, avec qui nous planifions de mettre sur pied des activités communes et transdisciplinaires pour permettre ainsi aux sciences dans toute leur diversité, de proposer un savoir commun aux élèves des écoles genevoises. Merci pour cette médaille de l'innovation au nom de toute l'équipe. Chère Perrine Schumacher, je vous invite à me rejoindre sur scène. Alors que l'intelligence artificielle semble devenir chaque jour un peu plus omnipotente, vos travaux, pionniers dans le domaine qui est le vôtre, constituent un vibrant plaidoyer pour son homologue humaine. Formée à la traduction à l'Université de Liège, vous avez ensuite passé 2 ans dans le privé en tant que traductrice avant d'obtenir un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur en langue, lettres et traductologie, toujours à Liège. En quête d'un ou d'une spécialiste en nouvelles technologies de la traduction pour poursuivre vos recherches, vous avez croisé à Genève le chemin de la professeure Pierrette Bouillon. Une rencontre qui a débouché sur la réalisation d'une thèse en co-tutelle qui vous a valu le double titre de docteur en langue, lettres et traductologie de l'Université de Liège, ainsi que celui de docteur en traitement informatique multilingue de l'Université de Genève, mention très honorable avec les félicitations du jury. Centré sur l'intégration des nouveaux outils technologiques au programme de formation en traduction, vos recherches ont permis de démontrer, pour la première fois, l'effet nivelant de la traduction automatique sur la qualité des travaux de traduction réalisés par les étudiantes et les étudiants. Elles offrent également des bases quantitatives solides pour réfléchir à l'intégration de ce type d'outils dans les outils de traduction. Mais elles suscitent surtout un grand intérêt dans la communauté scientifique, parce qu'elles posent la question cruciale du rôle de l'humain dans un secteur que la traduction automatique neuronale et le développement de l'intelligence artificielle sont en train de transformer radicalement. Comme l'a souligné le jury chargé d'évaluer votre thèse, vos résultats démontrent la nécessité absolue d'instaurer une didactique de la traduction ancrée dans une pratique responsable, raisonnée et encadrée de la traduction automatique. Si les institutions universitaires forment des traductrices et des traducteurs, rajoutent les auteurs du rapport, elles doivent former des praticiens critiques, conscientes et conscients des avantages
voire des bienfaits, mais aussi des limites, voire des dangers, d'un recours irraisonné à l'intelligence artificielle. Dans ce sens, ce travail scientifique fait œuvre de salubrité intellectuelle dans un monde en pleine accélération technologique. Pour toutes ces raisons, chère Perrine Schumacher, l'Université est fière de vous décerner le prix Latsis 2024. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement l'Université de Genève et la Fondation Latsis pour cette reconnaissance incroyable. Et préciser que pour moi, cette reconnaissance, cette distinction est bien plus qu'une mise à l'honneur personnelle. C'est le fruit d'un chemin parfois sinueux et escarpé, mais que j'ai pu parcourir aux côtés de personnes exceptionnelles. Et je pense tout particulièrement à mes deux promotrices, Valérie Bada et Pierrette Bouillon. Mais je pense aussi à mes collègues de l'ATI, de l'Université de Liège, aux collègues de la Team de l'Université de Genève, aux étudiants et étudiantes qui ont été mes cobayes dans mes expériences, à mon compagnon, mes proches et bien sûr à ma famille. Merci beaucoup de m'avoir accompagnée dans cette belle aventure scientifique et humaine. Merci. Chère Griselda Pollock, je vous prie de bien vouloir me rejoindre sur scène. Figure marquante dans le domaine de l'histoire de l'art, vous avez changé à jamais cette discipline. Vous avez dénaturalisé les critères implicites qui fondent le champ de l'art et vous y avez introduit une perspective féministe qui ne cesse d'inspirer les nouvelles générations. Professeur émérite à l'Université de Leeds, où vous avez dirigé pendant 10 ans le Center for Cultural Analysis, vous êtes la seule historienne de l'art lauréate du prestigieux prix Holberg for Humanities, Social Sciences, Law and Theology en 2020. Vous avez également reçu, en 2023, le College Art Association Distinguished Lifetime Achievement Award for Writing on Art pour l'ensemble de votre carrière. Vous êtes l'autrice de dizaines de livres qui attestent de l'étendue de vos objets de recherche, incluant notamment l'introduction des perspectives féministes dans l'histoire de l'art à travers l'étude de l'art européen et nord-américain du XIXe siècle à nos jours. Vos ouvrages explorent également les thématiques du trauma et de la mémoire culturelle, en particulier en lien avec la diaspora juive et la Shoah, l'histoire culturelle du féminisme, ainsi que les questions de genre, de classe et de culture visuelle dans les années 1950. Dans votre chef-d'œuvre de 1981, Old Mistresses, Women, Art and Ideology, coécrit avec Rosika Parka, un des livres les plus influents de l'histoire de l'art du XXe siècle, vous écrivez « L'art n'est pas un miroir. Il médiatise et représente les relations sociales dans un schéma des signes qui exige une lectrice, un lecteur pour avoir un sens. » Comprendre comment ce schéma nous affecte et comment s'en débarrasser est une partie décisive de votre enseignement pour lequel nous vous exprimons notre plus profonde gratitude. Vous nous avez également transmis le courage de nous poser les questions qui comptent, même, voire surtout, lorsqu'elles sont aussi inconfortables et complexes que celles que vous avez posées lors de votre conférence récente ici à Genève. Quel rôle les 50 dernières années de pensée féministe et d'analyse de l'histoire de l'art peuvent-elles jouer dans la compréhension et la résistance à la ténacité du patriarcat qui tue les femmes chaque jour? Ce qui est certain,
c'est que le rôle que l'ensemble de votre œuvre a joué dans la réflexion sur la violence réelle et psychologique contre les femmes restera gravé dans la mémoire de nos disciplines. Pour toutes ces raisons, chère Griselda Pollock, l'Université de Genève est particulièrement fière de vous décerner, sur proposition de la Faculté de Lettres, le prix mondial Nessim Habif. Merci infiniment. Je suis très obédiente. On m'a dit que je peux parler pour 30 secondes. Et donc, alors, j'ai un très petit papier que j'écris seulement pour être en conformement. Je suis profondément honorée par l'Université de Genève qui jouit d'une renommée mondiale et ancienne. Je remercie mes pairs universitaires qui m'ont proposé pour ce prix et je suis absolument surprise et en même temps ravie de l'accepter au nom des femmes du monde entier qui partagent notre lutte pour la justice, pour les droits de l'humanité, de tous les peuples et toutes les personnes du monde à travers notre travail avec la pensée, l'esprit et la créativité esthétique. Merci encore une fois. Alors cette année, de manière exceptionnelle, nous remettons un prix à 3 étudiantes et étudiants au parcours sportif remarquable, les prix Walter et le prix Talent Pluriel. Cher Dr Lydia Werly, cher Monsieur Bruno Remoli, cher Monsieur Roman Mityukov, je vous invite à me rejoindre sur scène. Alors, cher docteur Lydia Werly, en 2023, vous obtenez votre doctorat en sciences de la vie à l'Université de Genève, réussite qui marque une étape clé dans votre carrière académique. Vos recherches sur l'impact des composés exogènes sur la fertilité masculine ont été reconnues internationalement. En 2024, vous rejoignez le laboratoire Karolinska Institut à Stockholm pour y développer maintenant vos recherches sur l'infertilité féminine. Ce qui ne vous a pas empêché de briller sur les terrains d'athlétisme. Première Suissesse à franchir la barre des 60 mètres au lancer de marteau. Vous avez remporté 3 titres de championne suisse en 2022 et 2024 et vous avez représenté la Suisse à la Coupe d'Europe par équipe en 2023. Bravo. Cher Monsieur Bruno Remolif, votre engagement académique s'est traduit par une maîtrise en psychologie obtenue en 2021 et puis par un doctorat en cours dans la même discipline qui va bientôt être soutenue, si j'ai bien compris. En parallèle, vous poursuivez un diplôme en psychologie du sport à l'Université de Lausanne et à l'EPFL. Vous rayonnez au sein de l'équipe nationale suisse de touchball, un sport provenant de la Suisse romande. Vous avez conduit la Suisse à une place de finaliste au championnat d'Europe en 2024 et vous possédez un palmarès impressionnant au niveau national. Bravo. Cher Roman Mityukov, c'est dans les bassins de natation des Vernets à Genève que vous avez forgé vos premiers succès, témoignant déjà d'une fidélité à votre ville et à votre passion pour le sport. Très rapidement, votre volonté de vous donner tous les moyens pour atteindre vos objectifs s'est manifestée tant sur le plan sportif que sur le plan académique. Menant à bien un bachelor en droit, tout en poursuivant une carrière sportive exigeante, très exigeante, vous conjuguez ces 2 univers avec une aisance incroyable. La médaille olympique que vous avez remportée cet été à Paris reste gravée dans nos mémoires.
non seulement par sa rareté, mais aussi pour la symbolique qu'elle représente, celle d'un étudiant qui transcende les limites du possible pour atteindre l'excellence. Vous avez fait vibrer toute la Suisse et plus particulièrement notre communauté universitaire en montrant que la persévérance, l'ambition et la passion pouvaient mener à des accomplissements extraordinaires. Vous êtes vraiment un ambassadeur remarquable de notre institution et puis nous avons hâte de continuer à vous voir rayonner dans tout ce que vous entreprenez. Donc, chère Lydia, alors, chère Lydia, cher Bruno, cher Roman, merci d'avoir démontré par votre travail acharné, par ce goût de l'effort et du dépassement de soi, qu'il est non seulement possible de concilier réussite académique, mais aussi extra-académique, mais aussi que ces deux vies peuvent être parfaitement complémentaires. Il ne fait aucun doute que vos parcours personnels saura inspirer notre communauté universitaire et bien au-delà. Nous vous adressons nos plus sincères félicitations pour ces réalisations exceptionnelles et nos encouragements pour la suite de votre parcours. C'est pour toutes ces raisons, c'est avec un immense plaisir et une très grande fierté que l'université vous remet ce prix. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à l'Université de Genève pour ce prix qui me touche énormément. Le lancer du marteau est un sport peu médiatisé et qui a été autorisé aux femmes aux Jeux Olympiques uniquement en 2000 à Sydney. Il est ma passion depuis maintenant plus de 17 ans et m'a permis non seulement de me fixer des objectifs ambitieux et de m'entraîner avec rigueur, mais aussi m'a permis de débuter mes études universitaires aux États-Unis où j'ai découvert le monde de la recherche biomédicale. Cependant, ce parcours a été loin d'être facile. En tant qu'athlète au Stade Genève, j'ai dû m'entraîner dans des conditions très difficiles. Je n'avais aucun entraîneur sur place, l'absence d'éclairage sur mon aire de lancer, demandé depuis plus de 15 ans, m'empêchait de m'entraîner en hiver et je n'avais pas accès à la salle de musculation car on estimait que je faisais trop de bruit. Et malgré mes résultats, je n'avais pas le niveau demandé pour obtenir une carte Swiss Olympics qui aurait pu m'aider. Heureusement, grâce au programme Talent Pluriel, j'ai pu réorganiser mes heures de travail afin de participer pleinement au camp d'entraînement, compétition et championnat. Bien que cette solution n'ait pas résolu tous mes problèmes, elle a été un soutien inestimable qui m'a permis de terminer cette année 2023 sur une note extrêmement positive. Grâce à ce prix, je suis fière de prouver que même les aides les plus infimes peuvent ouvrir la voie à de grandes victoires. Merci beaucoup. Merci à l'Université de Genève pour cette belle reconnaissance. J'aimerais dédier ce moment à ma famille, ma copine, mon directeur de thèse et toute la communauté du tchoukball. Je vous remercie de m'accompagner dans ce voyage grâce à votre amour, votre soutien et vos encouragements qui m'inspirent chaque jour. Aujourd'hui, c'est tout un sport qui est célébré. C'est la première fois que le tchoukball est récompensé par une université. Et le plus beau dans cette histoire, c'est que c'est à 200 mètres d'ici qu'il a été créé. Donc je vous remercie pour cet honneur. Merci à toutes et à tous. Bonjour à toutes et tous. Ces petites secondes qu'on m'a accordées pour ce discours ne seront pas suffisantes pour remercier toutes les personnes qui sont là avec moi au quotidien. Il y a ma maman dans la salle, il y a mes coachs qui sont avec moi au quotidien et qui savent que ça a été très difficile. Et sans eux, évidemment, je n'aurais pas ma médaille de bronze au JO dans ma chambre actuellement. Donc voilà, merci à vous et merci à l'université aussi, la faculté de droit, pour tous les aménagements qu'ils m'ont proposés. Et j'espère que ça va continuer comme ça avec mon master. Merci.
Mesdames, Messieurs, nous arrivons au terme de cette cérémonie. Je souhaite encore remercier très sincèrement l'ensemble de nos collaborateurs et collaboratrices, ainsi que les étudiantes et les étudiants, sans qui notre université ne serait pas ce qu'elle est. J'adresse également des remerciements chaleureux à nos autorités pour leur précieux soutien infaillible. Et enfin, je remercie toutes les personnes qui ont œuvré à l'organisation de cette cérémonie aujourd'hui. J'invite les récipiendaires, les docteurs honoris causa, prix et médailles, ainsi que les doyens, nos doyens et doyennes, à me rejoindre après la cérémonie, à la sortie de la salle pour la photo officielle du Dies Academicus 2024. Donc, merci à toutes et à tous pour votre présence en cette cérémonie du Dies Academicus de l'Université de Genève 2024 et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente suite de journée.